Dans cette vidéo, on va voir ce que 99% des gens ignorent sur l'argent. On va voir pourquoi c'est toujours les mêmes qui s'appauvrissent, pourquoi c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent et comment tu peux faire partie de ceux qui s'enrichissent. Donc rapidement, dans un premier temps, on va voir l'évolution de la monnaie, les grandes étapes qui ont marqué l'histoire de la monnaie et qui ont changé son fonctionnement et l'impact que ça a eu sur nous et sur notre épargne. Mais on va pas rentrer dans les trucs chiants, on va vraiment juste voir l'essentiel pour que tu apportes un maximum de valeur dans un minimum de temps. D'ailleurs, si tu veux gagner du temps, n'hésite pas à regarder la vidéo en x2. À la base, pour s'échanger des biens et des services, on faisait du troc. Le problème, c'est que si un éleveur de poules et un producteur de blé voulaient faire un échange et que le producteur de poules ne voulait pas de blé, et ben là, c'était un peu compliqué. Donc, en fait, la monnaie, ça a été juste un moyen de créer un intermédiaire d'échange pour simplifier les échanges économiques. Ensuite, on est passé aux monnaies marchandises. Donc, on a utilisé des coquillages, du sel, des têtes de bétail, des céréales, etc. Le but, c'était que ces choses-là soient rares et qu'on puisse les mesurer facilement. Mais on est vite passé à d'autres systèmes parce que c'est pas très pratique en fait. La monnaie, t'as pas envie de la consommer et en plus, elle peut se détériorer. Par exemple, si un mec tombe sur un gisement de sel dans une région, bah, ça peut totalement déséquilibrer la monnaie et créer de l'inflation. On s'est rapidement tourné vers les métaux précieux et donc c'est à peu près en moins 600 avant Jésus-Christ qu'on a commencé à utiliser des pièces avec des métaux précieux, donc principalement constitués d'or et d'argent. Et ça déjà c'était un petit peu plus pratique parce que à l'intérieur de la monnaie, eh ben il y avait de la valeur, notamment de l'or qui est utilisé comme la réserve de valeur par excellence depuis la nuit des temps. Les pharaons et les aztèques, ils utilisaient déjà l'or il y a des milliers d'années et en plus c'est un métal qui est inaltérable donc qui va se maintenir, il va garder la même forme au fur et à mesure du temps. Et à peu près en moins 300 avant Jésus-Christ, c'est Aristote qui va donner les trois rôles de la monnaie. Donc ça doit être une réserve de valeur, une unité de compte et un moyen d'échange. Et donc là, les pièces d'or et d'argent, ça remplissait parfaitement ce rôle parce que il y avait de l'or dans les pièces, donc il y avait de la valeur intrinsèque. Ensuite, on s'est rendu compte que bah, les pièces c'était chiant, c'est lourd à transporter. En plus, c'est risqué parce que tu peux te faire voler ton or. Imaginons que tu le trimbales d'une ville à l'autre, tu peux te faire attaquer, etc. Le système a évolué et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a laissé notre or dans des espèces de banques, donc d'entreposer l'or, et en échange, quelqu'un nous donnait une lettre de change. Donc, c'était l'assurance que oui, tu as bien une certaine quantité d'or. Ce qui fait que si tu voulais transporter de la valeur, tu avais juste à demander ta lettre de change, t'allais dans une autre ville, après tu redonnais une lettre de change au mec, et lui, il te donnait de l'or en échange. Au fur et à mesure du temps, bah, les gens, ils ont commencé à s'échanger que des lettres de change, qui sont ensuite devenues les billets, parce que c'était beaucoup plus pratique à transporter, etc. Fiduciaire, c'est un terme assez important. Ça veut dire confiance, en fait. Tout simplement parce que, à partir de cette étape-là, la valeur, elle reposait plus sur la chose fondamentale, donc l'or qu'il y avait dans les pièces, mais dans la confiance qu'on avait envers cette lettre de change et envers la confiance qu'on a dans un billet. Et ensuite, en 1821, a été créé l'étalon or en Angleterre. Globalement, c'est le même fonctionnement, mais ça marque quand même une étape importante parce que là, c'était quand même assez précis. En gros, derrière chaque pound, il y avait une certaine quantité d'or fixe. Et d'ailleurs, ce système a tellement bien marché que la majorité des pays d'Occident l'ont rejoint, même certains pays d'Asie comme le Japon, etc. Mais malheureusement, il y a eu la Première et la Seconde Guerre mondiale, et comme vous le savez, faire la guerre, ça coûte cher. Et donc les gouvernements se sont mis à imprimer plus d'or qu'il n'y avait en réalité dans leur coffre. Ce qui fait que ça a créé énormément d'inflation. La guerre, ça a appauvri tout le monde, enfin, sauf l'industrie de l'armement, mais bref. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, suite à ces deux guerres mondiales, on a mis fin à l'étalon or. Enfin, c'est pas qu'on a mis fin, mais c'est que l'étalon or s'est arrêté de lui-même parce qu'on avait besoin d'imprimer de l'argent. Et donc, il y a eu énormément d'inflation. Suite à ça, il y a eu énormément de chaos, énormément d'instabilité au niveau géopolitique mondial. Et donc, en 1944, ont été signés les accords de Bretton Woods. Donc, c'est des accords qui regroupaient pas mal de pays d'Occident. Et en gros, cet accord, il disait que derrière chaque dollar, il y aurait une quantité d'or fixe. Donc on revient à l'étalon or, sauf que cette fois-ci, c'est les États-Unis qui sont garants, parce que c'est le dollar qui est derrière. Au début, tout le monde a trouvé ça très bien, surtout que les États-Unis ont gagné la guerre, donc les autres pays, ils avaient plus trop le choix d'une certaine manière. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Les autres pays ont commencé à se douter que les États-Unis imprimaient plus de billets qu'ils n'avaient en réalité d'or dans leur coffre. C'est entre les années 1944 et 70 que le général de Gaulle est parti aux États-Unis récupérer l'or des Français pour le ramener en France. Au fur et à mesure, de plus en plus de pays ont commencé à se méfier et vouloir récupérer leur or. Et en 71, le président Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Et donc ça marque vraiment une étape super importante en termes monétaires parce que à partir de ce moment-là, les banques, elles ont pu entre guillemets imprimer autant d'argent qu'elles le voulaient. Vu qu'il n'y avait pas de contrepartie à avoir, il n'y avait pas une certaine quantité d'or à avoir derrière chaque billet, et ben globalement, les banques ont pu imprimer autant d'argent qu'elles le voulaient. Et depuis cette date, les niveaux d'inflation, ils ont littéralement explosé. Et un truc super important, c'est que depuis cette date, en fait, le système de création monétaire a changé. Ça, c'est vraiment un point super important et très peu de gens le savent. Mais comment est-ce que c'est créé la monnaie? C'est créé à partir du moment où une banque commerciale vous fait un crédit.
vous prête de l'argent. En fait, elle vous prête pas l'argent qu'il y a dans ses coffres, mais elle va créer artificiellement cet argent à partir de rien du tout, juste en tapant sur un ordinateur. Et vous, quand vous remboursez votre crédit, la banque est censée détruire l'argent qu'elle vous a prêté et elle se rémunère grâce aux taux d'intérêt que vous avez payés. Les taux d'intérêt directeurs, en fait, c'est les taux d'intérêt sur lesquels vont se baser les banques commerciales pour faire des crédits. C'est la banque centrale qui va en décider. Si les taux d'intérêt sont bas, ça va pas coûter cher de faire des crédits et donc il y a énormément de gens qui vont faire des crédits. Et du coup, ça va faire exploser la masse monétaire et c'est ça qui va créer de l'inflation. En contrepartie, quand il y a trop d'inflation et qu'on veut resserrer la masse monétaire, la banque centrale va augmenter les taux d'intérêt pour qu'il y ait de moins en moins de personnes qui fassent des crédits. Le rôle de la banque centrale, c'est de maintenir une inflation stable et son objectif, dites-vous que c'est 2% d'inflation. Donc il y a toujours de l'inflation. Et d'ailleurs, dites-vous que les chiffres de l'inflation, ils sont manipulés. Je pense que vous l'avez tous vu, quand on a eu des hauts niveaux d'inflation ces dernières années, on est monté à 5-6%. Mais quand on prend les produits de consommation de base des Français, donc l'alimentation, l'électricité, l'essence, les loyers, et ben on était bien au-delà des 5%. Encore une fois, bon ça je pense que vous le savez, mais il faut pas se fier à ce que nous dit les médias et le gouvernement. Maintenant, vous savez comment est créé l'argent, et donc il est créé à partir de rien. Maintenant, on va voir ce système, qui est-ce qu'il va avantager et qui est-ce qui est lésé, qui est-ce qui se fait voler dans ce système. Il y a un effet qui s'appelle l'effet Cantillon, qui dit que ceux qui ont accès à l'argent fraîchement créé s'enrichissent et ceux qui sont les derniers à toucher cet argent s'appauvrissent. Donc concrètement, ceux qui ont accès au crédit et à des crédits pas chers, c'est eux qui vont s'enrichir le plus. Donc ça va être les grandes entreprises, les grands investisseurs, tous les gens en fait qui ont accès au crédit facilement et qui ont déjà du capital et qui peuvent s'endetter. Et en plus, imaginons que vous êtes endetté et que vous deviez rembourser une somme d'argent. Eh ben, s'il y a de l'inflation, vous devez toujours rembourser la même somme, mais la valeur de cet argent diminue au fur et à mesure du temps. Donc, si vous êtes endetté, c'est dans votre intérêt qu'il y ait de l'inflation. Donc, concrètement, qui est-ce qui se fait voler et qui est-ce qui vole? Les gens qui ont accès au crédit et qui sont endettés. Évidemment, il faut que le taux d'intérêt qu'on paye sur cet endettement ne soit pas trop élevé et qu'on arrive à rentabiliser cet endettement, sinon ça se retourne contre nous. Mais globalement, ça va être les personnes très riches qui peuvent avoir accès au crédit facilement. Et c'est exactement pour ça que les riches ne font que s'enrichir et les pauvres ne font que s'appauvrir, parce qu'en fait, les pauvres, ils se contentent que d'épargner. Et l'épargne ne fait que perdre en valeur au fur et à mesure du temps. Et en fait, les riches, avec l'argent qu'ils empruntent, ils en profitent pour acheter des actifs de qualité, donc de l'immobilier, des actions, des crypto-monnaies, etc. Et donc, la solution, elle est simple. Il faut juste comprendre le système et l'utiliser à son avantage, parce que vous pourrez pas le changer, tu pourras pas le changer. Ceux qui tirent les ficelles de ce système, c'est un système qui les arrange. Donc, ils feront en sorte que ce système reste le même. Donc, il faut juste le comprendre et s'adapter. Tu l'as compris, la solution, elle est simple. Il faut juste investir et acheter des actifs de qualité tout au long de ta vie. Échanger ton argent qui va perdre en valeur contre des actifs de qualité qui vont prendre en valeur sur le long terme. Donc, les principaux investissements, c'est l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies. Il y a certains avantages à l'immobilier, mais par exemple, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, je me suis pas tourné vers cet investissement parce que déjà, j'ai pas envie d'être propriétaire en France, parce que j'ai pas envie de me faire squatter mon logement. En plus, j'étais pas éligible au crédit. Et donc, je me suis dirigé vers la bourse et les crypto-monnaies. Donc, le but, c'est pas de dire quel est le meilleur, c'est pas de faire une petite guéguerre. Il y a des avantages, des inconvénients, mais moi, personnellement, je préférais la bourse parce que c'est dématérialisé. Donc, si je veux m'expatrier dans un autre pays du jour au lendemain, je peux. Mes actifs sont numériques. Pour la bourse et les cryptos, les performances historiques sont supérieures à l'immobilier. En plus, c'est très liquide. Donc, si tu as besoin d'argent, tu peux acheter et vendre très facilement. Tu peux commencer avec très peu d'argent. Tu peux littéralement commencer à investir avec 1 euro. Et l'avantage des crypto-monnaies, c'est que ça va être décentralisé. Donc, personne ne peut m'empêcher d'envoyer des bitcoins, de recevoir mes bitcoins. Personne ne peut me les saisir. Évidemment, il faut bien faire les choses. Mais voilà, il y a énormément d'avantages. Et d'ailleurs, j'ai vraiment eu des très bons résultats, que ce soit en bourse ou en crypto. Je te mets des screens à l'écran, mais dis-toi que depuis plus de 3 ans maintenant en bourse, je surperforme l'indice du S&P 500, qui est l'indice de référence en bourse. J'ai plus de 18% de performance en moyenne depuis plus de 3 ans. En crypto, en moins de 3 ans, je suis passé d'un capital de 3 000 $ à plus de 23 000 $. Et concrètement, cette compétence, la compétence d'investir, elle va me permettre de m'enrichir tout au long de ma vie. Là, je suis encore jeune, c'est assez récent, ça fait que quelques années que j'ai commencé à investir, mais je sais que je finirai riche parce que cette compétence, je vais l'utiliser tout au long de ma vie. Et maintenant, je sais comment transformer de l'argent en plus d'argent. Et là, actuellement, mon épargne, elle travaille pour moi sans que j'ai rien besoin de faire. Dis-toi que ma méthode, elle me demande 30 minutes par mois, elle est pas du tout compliquée, n'importe qui peut y arriver. J'ai déjà formé des personnes âgées qui avaient vraiment du mal avec l'informatique et pourtant elles y arrivent. Et en plus, l'avantage, c'est que peu importe ton profil et ta situation, tu peux adapter les stratégies d'investissement pour que ça te corresponde. Contrairement à ce qu'on dit, en utilisant les bonnes méthodes, la bourse, c'est pas forcément plus risqué que l'immobilier. C'est juste différent et le but, c'est de construire une stratégie qui soit adaptée à toi, ton profil et ta situation. Moi, la bourse et les cryptos, ça a marché pour moi et peut-être que tu t'intéresses à ces domaines et que tu as envie de toi aussi investir. Et si c'est ton cas, globalement,
globalement, moi, je vois 3 options pour toi. Première option, c'est juste que tu fais rien du tout, tu acceptes que ton épargne se fasse détruire par l'inflation, tu acceptes tous les problèmes qu'il y a en France et tu te dis que tu peux rien y faire, que en gros, nous, on est jeunes, on n'aura pas de retraite, ça c'est clair. Et en fait, tu vas travailler toute ta vie pour un salaire et en plus, tu vas cotiser énormément d'argent pour au final te retrouver en galère à la retraite. Deuxième solution, tu peux essayer de te former de ton côté via vidéo YouTube, vidéo Instagram ou autre, mais le problème, c'est que ça va te demander énormément de temps et tu vas sans doute perdre de l'argent. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. J'ai perdu beaucoup d'argent au début. Et dernière option, tu apprends des erreurs que j'ai faites. Ce que je te propose, c'est que je t'offre un coaching totalement gratuit. Pendant 30-45 minutes, on va faire un point sur ta situation, tes objectifs et qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ces objectifs. Moi, en fonction de ça, dans tous les cas, je t'expliquerai ma méthode de A à Z. Et si je vois que je peux vraiment t'apporter des résultats, que tu fais partie des personnes que j'ai l'habitude d'aider, eh ben, je te proposerai de t'accompagner. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre en place la même stratégie qui m'a permis d'avoir les résultats dont je t'ai parlé précédemment. Profites-en, c'est gratuit. Par contre, comme je t'ai dit, je te proposerai quelque chose seulement si je suis sûr que je peux t'apporter des résultats. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, je réponds dans la journée et n'hésite pas à t'abonner.